Nous allons continuer avec Madame Annick François Augrin, si elle est présente sur le plateau. Juste avant, si vous écoutez, oui, je remercie les intervenants déjà, c'est Théo qui parle, pour leur intervention. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à voir Chantal, qui doit être, qu'elle était quand même assez occupée. Donc, on va continuer avec Annick Françoise Augrin. D'accord, voilà. Merci Théo. Madame Annick Françoise Augrin, bonsoir. Bonjour, donc François Augrin, c'est un nom composé, François-Augrin. Ah, pardon. François, je ne connais pas. Donc, Annick, c'est mon, mon prénom et mon nom, c'est François Augrin. Merci, c'est pas grave. D'accord, pardon. Donc, vous êtes enseignante au couvent Saint-Joseph de Cluny et vous êtes aussi présidente de la Société des Amis des Archives de Martinique et vice-présidente de la Fédération française de généalogie. Oui, et surtout historienne. Surtout historienne. Je rajoute. Alors, lors de la préparation de notre émission, nous avons pensé ensemble que votre audition serait donc un enrichissement pour nous dans ce travail de mémoire. Et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Vous êtes à la Martinique, là, c'est bien ça? Tout à fait. Ben, bonjour à vous tous. Et puis, je suis très honorée que vous ayez pu penser à moi. Donc, merci de me permettre de participer. Voilà. Et sur l'antenne, donc nous partageons l'antenne avec les amis sur Paris, l'Île-de-France et la Bourgogne en Saône-et-Loire. Alors, la question qui était posée, c'était la toute première question, quelle place occupe l'histoire de l'esclavage et de ses abolitions dans votre expérience d'enseignante? Alors, premièrement, je pense qu'il faut faire une distinction entre l'histoire et la mémoire, parce qu'il y a, en ce moment, on parle beaucoup de mémoire de l'esclavage, un peu moins de l'histoire. Alors, moi, je dois dire que lorsque j'ai étudié au lycée France Fanon à Trinité, et le 22 mai à cette époque n'était pas une journée fériée, et toute la journée du 22 mai était consacrée à des commémorations, donc à ce travail de mémoire avec nos enseignants, des tournois, etc. Et François Mitterrand nous a fait un cadeau empoisonné parce qu'en faisant du 22 mai pour nous un jour férié, il a fait que finalement cette date a disparu des mémoires dans l'espace scolaire. C'est devenu un jour banalisé. Donc la Guadeloupe a choisi le 27 mai et c'était pareil. Donc c'était un jour où effectivement où dans les établissements scolaires, il y avait ce travail de mémoire qui était fait à défaut de le faire en histoire. Alors, c'est vrai que parallèlement, on a eu ce qu'on a appelé les adaptations au programme, c'est-à-dire qu'avec nos élèves en lycée, on a un livre spécial où on étudie les abolitions, la traite, etc. Mais comme c'était une partie facultative, et là je rejoins tout à fait M. Saint-Éloi qui parlait tout à l'heure, c'est juste dans les programmes des Antillais, en fait c'était, et ce n'est pas un programme national. Donc finalement, ça dépend de la bonne volonté du professeur. Donc celui qui veut enseigner cette partie, les abolitions, etc., s'il a eu la chance d'avoir la formation, parce que moi j'ai passé mes 2 premières années d'études en Guadeloupe, donc c'était l'université, c'était à l'époque le centre universitaire des Antilles et de la Guyane, et nous avions effectivement au programme un module sur les traites, un module sur la place des Antilles dans la Révolution française avec le professeur Jacques-Adélaïde Merland. Nous étions donc très sensibilisés à cette question de notre histoire, et j'ai eu la chance effectivement tout au long de ma formation en première et deuxième année d'étudier l'histoire des Antilles. Après, j'ai poursuivi à la Sorbonne en licence et puis jusqu'au doctorat, où effectivement j'ai intégré le laboratoire de recherche histoire plus la partie soit de l'Afrique parce qu'il n'y avait pas les Antilles, où on a continué ce travail. Et je dois dire qu'au niveau universitaire, moi, je constate hélas que cette partie, il y a moins de place sur l'histoire de ces problématiques des Antilles, de la Guyane, de la Réunion
actuellement à l'université, alors que c'était très important à l'époque de l'Université Antilles Guyane. Ensuite, à l'école, malheureusement, ça dépend vraiment des projets menés. J'ai écouté tout à l'heure les collègues qui parlaient des projets qu'elles menaient. Ça dépend vraiment de la bonne volonté de ceux qui veulent mener des projets. Et je rejoins tout à fait M. Saint-Éloi qui disait que là, il y a peu de place, peu de visibilité au niveau national pour cette question des mémoires de l'esclavage. Il n'y a pas d'émission, effectivement, de toute façon, le 10 mai. Pourquoi? Parce que le 10 mai n'est pas une date appartenant à la République française, c'est une date artificielle, ça ne correspond à rien. On n'a pas choisi le 27 avril parce que le 27 avril, c'est un décret de la République française et ça aurait été reconnaître effectivement que la République a aboli l'esclavage, puis il y a eu un rétablissement et qu'il s'agit de la deuxième abolition, effectivement, et que dans l'article 5 du décret du 27 avril, il y a le principe d'indemnité qui est reconnu. Donc moi, je dis que le choix de cette date artificielle du 10 mai explique qu'on ne fasse pas de vraie commémoration au niveau national. C'est entendu. Alors, j'aurais une petite question à vous poser, Madame Augrain, concernant justement Madame François Augrain, autant pour moi. Excusez-moi, Madame François Augrain. La question que j'avais vous poser était en lien avec votre propos. Il me semble, si je ne me trompe, que la loi dite Taubira avait aussi instauré l'obligation d'introduire l'histoire de l'esclavage et de ses abolitions dans les programmes scolaires. Oui, mais c'est marginal puisqu'effectivement, ce n'est pas introduit au niveau national. L'astuce, ça a été de faire des adaptations au programme. Donc, ça apparaît en marge. Donc, si vous allez sur le site de du ministère de l'Éducation nationale, où il y a les programmes qui sont publiés, les référentiels, bien, vous allez voir que pour les Antilles, Guyane et la Réunion, il y a une adaptation. On a ajouté un petit truc à côté, mais ça n'a jamais été intégré à l'ensemble des programmes. Et comme disaient vos précédents invités, tous ceux qui ont parlé, j'ai écouté attentivement, ils montraient que c'était une mémoire commune. Normalement, c'est à partager. C'est pas une question de. On le fait pour nous, Antilles-Guyane. Et si le professeur, effectivement, n'a pas le temps ou ne voit pas la nécessité d'étudier cette partie-là, qui est le livre annexe, ou que les élèves ne l'ont pas acheté aussi, ça passe à la trappe. Oui, je suis bien d'accord avec vous parce que c'est dans ce sens-là que je me suis battue pour proposer mon programme dans les différentes écoles. Il a fallu vraiment que pendant d'une année à une autre, que je leur dise, pensez à nous réserver une petite place. Et vous avez tout à fait raison. Pensez de nous réserver une petite place. Il y a tellement de projets dans les écoles que, effectivement, les enseignants ont le choix des projets. Et celui-là, comme vous l'avez si bien dit, s'ils n'ont pas la formation et s'ils n'ont pas la volonté et puis s'ils n'ont pas la sensibilité de cette page d'histoire, ils vont pas rentrer là-dedans. Mais nous, la chance qu'ils ont par ici, c'est que l'association les accompagne. Maintenant, je suis tout à fait d'accord que cette page n'est pas institutionnalisée correctement pour permettre que ça soit intégré dans le programme, d'où ce que nous espérons tous, que la date du 10 mai, on espère, c'est la question que nous avons posée au début de l'émission, que cette date devienne une date nationale, ce 10 mai qui nous a été proposé dans l'Hexagone. Ceci dit, nous n'oublions pas les dates dans les Caraïbes, 22 mai, 27 mai, 10 juin, 20 décembre, puisque nous avons décidé avec notre radio de faire une radio de la mémoire, c'est-à-dire on va continuer puisqu'on a fait que commencer avec vous tous, nous tous ensemble, nous allons faire en sorte que par le biais de notre Antras Clarté, nous puissions récupérer de la place pour cette page d'histoire et permettre que ça soit enseigné comme ça se doit. Maintenant, je ne veux pas continuer trop sur votre temps parce que je suppose que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. La deuxième question, qui avait été posée, pouvez-vous nous parler des missions de la Fédération française et généalogie de sa genèse jusqu'à aujourd'hui? Alors, vaste programme. Alors, juste, je rebondis quand même avant de parler de la Fédération française de généalogie, juste pour vous dire que la parallélisation de la mémoire, telle qu'on l'a fait effectivement
c'est un signe justement qu'on veut faire du saupoudrage en mettant effectivement 10 mai, 22 mai, 23 mai, 27 mai, 10 juin, etc. Il y a même octobre à Saint-Barth, décembre à La Réunion. C'est signe justement que la République française ne veut pas de commémoration unitaire. Et le 10 mai ne nous rassemblera jamais parce que le 10 mai ne représente rien pour les Guadeloupéens, rien pour les Martiniquais, rien pour les Guyanais. Sauf pour les gens de l'Hexagone parce que finalement, ça nous rassemble. Oui, bien sûr, mais là aussi, moi je dis que s'il y avait une date qui rassemblait, ça aurait été celle du 27 avril où la France prendrait à son compte, la République française prendrait à son compte le fait qu'elle a rétabli l'esclavage et qu'elle a, dans son article 5, inscrit une indemnité pour les propriétaires d'esclaves, parce que ça obligerait à revoir tout ça et regarder cette histoire en face. Bon, maintenant, il y a le 10 mai, on prend, mais là aussi, comme on a dit, il aurait fallu que ce soit au niveau national, qu'il y ait au moins une émission, qu'on en parle, que ce soit pas un truc marginal, où dès le départ, le Jardin du Luxembourg, il est fermé, on peut pas entrer. Donc là aussi, c'est pas ouvert à tout le monde. En fait. Bon, ça c'est un truc qu'ils font pour eux, bon, pour se donner bonne conscience, à mon avis. Alors, pour ce qui concerne la Fédération française de généalogie, c'est une association reconnue d'utilité publique. Notre actuelle présidente œuvre justement pour que la fédération soit de plus en plus ouverte. Elle est présente, il y a des associations donc, qui sont présentes en Martinique, des associations de généalogie. Il n'y en a pas en Guyane, il y en a à La Réunion, il y avait une en Guadeloupe qui est en sommet en ce moment. En tout cas, l'idée, c'est de la fédération et de montrer que la généalogie, c'est l'affaire de tous, parce que moi, quand j'ai commencé à faire de la généalogie il y a de ça une trentaine d'années, j'ai entendu des propos qui m'ont un peu fait sourire, mais enfin, bon, voilà. J'ai préféré sourire que me mettre en colère en demandant pourquoi les Noirs faisaient de la généalogie, parce que nous n'avons pas de généalogie. Et à l'époque, il n'y avait pas la DN. Juste après ton intervention, parce que depuis tout à l'heure, j'écoute, mais je n'arrivais pas à communiquer parce que j'avais des pertes de réseau. Et donc, je reviens sur cette date du 10 mai, parce que quand on dit qu'elle a été choisie au hasard, moi, je sais que c'est en 2004 que le CPME avec Marie Scondé qui ont décidé de choisir cette date et ouvrir le salon Delgrès au ministère des Outre-mer en 2005, le 10 mai 2005. Pourquoi le 10 mai? Parce que c'est tout à l'heure, le disait Luc Saint-Éloi, c'est le 10 mai que lance la proclamation de Louis Delgrès. Et oui, je n'ai pas dit que c'est au hasard, j'ai dit que la date de la commémoration, que on a choisi autre chose parce qu'on ne voulait pas prendre la date du décret. Dire que cette date n'a pas d'importance, je trouve que elle peut avoir une importance si on sait aussi que, par exemple, c'est le 10 mai 1795 va se fomenter une insurrection au Venezuela menée par Caridad González et Chirino, qui fait qu'aujourd'hui, le 10 mai au Venezuela est reconnu comme une date de l'afro-vénézualité. Et ils ont créé carrément une stèle au nom de ces résistants contre l'esclavage. Et donc, mettre cette date sans expliquer qu'il y a des dates qui, justement, confortent le choix du CPME, le Comité pour la mémoire de l'esclavage, qui était à l'époque dirigé par Marie Scondé. Et c'est pour ça que je voulais juste faire ma remarque à Annick. Merci. Non, je n'ai pas du tout dit que c'était le fruit du hasard. J'ai dit que c'était un choix pour ne pas prendre le 27 avril. On n'a pas voulu prendre le 27 avril parce que le 27 avril impliquait pour la France de reconnaître que la République avait aboli une première fois l'esclavage, l'avait rétabli. Enfin, c'est Napoléon certes qui a rétabli au traité d'Amiens. Mais en tout cas, il y a une deuxième abolition et que cette deuxième abolition, ben, elle a prévu ce principe d'indemnité qui n'existait pas dans la première abolition. Et donc, c'était une stratégie d'évitement.
Et le Venezuela, si on prend le cas du Venezuela, effectivement, il y a eu plusieurs abolitions au Venezuela. Il a fallu revenir encore sur une abolition en 1854, où il y a eu l'abolition définitive en 1854. Ça veut dire, c'est des dates, le 10 mai, c'est le vivre libre ou mourir d'Elgrès. Oui, bien sûr, je connais tout ça, mais ce n'est pas l'abolition de l'esclavage. Je dis que c'est une stratégie d'évitement. C'est la résistance, ça veut dire à l'esclavage. Et quand on marque ces héros, parce que nous, ce sont pour nous nos héros, Delgrès, Masoto, Ignace, Solitude, pareil au Venezuela avec González, ce sont des héros. Donc, oui, mais tout ça, c'est dans la stratégie d'évitement pour moi du 27 avril. Parce que c'est des héros pour nous. Il y a toutes les dates. Hein. Il y a une série de dates très importantes qui concernent Bolivar, etc., etc. Beaucoup de dates importantes, mais qui montrent aussi qu'elles n'ont pas été suivies des faits, puisque, par exemple, là où Bolivar est intervenu pour abolir très tôt l'esclavage, il a fallu quand même réabolir l'esclavage, notamment au Venezuela ou dans d'autres pays d'Amérique latine qui ont obtenu leur indépendance au début du 19e siècle. Bon, mais là n'est pas tellement le problème. Je reviens sur la Fédération française de généalogie, donc la nouvelle présidente qui s'appelle Madame Valérie, j'oublie son nom, je vais vous redonner son nom tout de suite. Ce qu'elle veut surtout montrer, c'était réunir et montrer que dans la fédération, nous avons tous notre place. Valérie Arnold Gauthier, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié son nom, Arnold Gauthier, Madame Arnold Gauthier, ce qu'elle voulait montrer, il y avait Monsieur Chestier-Thierry, tous les deux ont voulu effectivement montrer que, contrairement à ce qu'on disait, qu'il y avait une place pour la généalogie des afro-descendants. Et je siège en tant que vice-présidente, effectivement, sous la mandature du président Thierry Chestier de Madame Valérie Arnold Gauthier, pour montrer effectivement que nous, afro-descendants, nous avons notre place dans cette fédération. Et grâce à l'ADN, c'est vrai, nous progressons beaucoup plus dans nos généalogies. Et puis, il y a le travail, effectivement, qui a été fait par le CEM 98, puisque le site en choucage vient en complément, effectivement, à tous les documents, enfin, en tout cas, facilite énormément les recherches sur les divers sites des archives nationales. Alors, on a reçu la semaine dernière monsieur docteur Emmanuel Gordien, justement, qui est venu nous expliquer aussi que sur le site en choucage, un peu les recherches qui avaient été faites. Moi, j'ai dû lui expliquer que, en fait, 1848 s'arrêtait, c'était une date qui commençait pour nous, ils étaient tous libres. Ça veut dire que dans la procédure qu'avait intenté le MIR pour qu'on reconnaisse nos aïeux, nos descendants qui ont été esclaves, ça veut dire c'est ce que la justice demandait, ça veut dire il fallait qu'on puisse prouver qu'on avait des descendants réduits en esclavage. Quand je vois le site, j'ai posé la question à M. Gordien, que 1848, on ne va pas plus loin que ça va pas aux périodes où justement nos aïeux étaient esclaves. Donc, ce site est bien parce que moi, ça m'a permis justement d'aller faire des recherches très approfondies. Mais je sais que c'est grâce au MIR et grâce à vous-même, puisque c'est vous qui avez fait les recherches, que j'ai pu découvrir que j'avais un aïeux, mon petit aïeux esclave. Donc voilà, c'est important ces recherches. Voilà, effectivement, pour les ascendances, hein, puisqu'effectivement, dans l'action intentée par le MIR, le MIR a dû prouver qu'il y avait des ascendances, effectivement, africaines, et plus précisément des personnes qui étaient juridiquement libres à partir de 1848. Et l'inconvénient, c'est qu'il rejetait ceux qui avaient bénéficié de l'abolition dans les périodes antérieures. Et cette question de l'ascendance africaine, effectivement, a posé problème
plusieurs personnes qui voulaient participer à ce travail mené par le MIR. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un petit peu avant le confinement, donc c'était au mois de février, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu effectivement que le MIR est fondé à poser sa question et sa demande de réparation. Donc c'est une première au niveau juridique, hein, puisque lorsque l'action a commencé il y a une quinzaine d'années, on savait que de toute façon, tous les recours, il fallait épuiser tous les recours offerts par le droit français avant effectivement de se présenter devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est une bonne chose effectivement que la Cour ait reconnu en tout cas le fait que le MIR est fondé à demander des réparations, à exiger des réparations. Donc pour revenir à la Fédération française de généalogie, ce qui est important, c'est que beaucoup d'associations accueillent de plus en plus en tout cas, il y a des Antillais, des Guyanais, des Réunionnais qui sont en France métropolitaine et qui adhèrent à ces associations, si bien qu'au niveau de la Fédération française, on va dire que le conseil d'administration en tout cas est sensibilisé par cette question des recherches des afrodescendants. Et d'ailleurs, lorsque nous avons débattu sur l'ADN et généalogie, moi j'ai avancé le point de vue que pour nous, ce n'était pas de la généalogie récréative et qu'il était important pour nous de savoir effectivement d'où nous venions. Et même si effectivement c'est encore interdit en France de faire des tests ADN, ce qu'il faudrait montrer, c'est que pour nous, il ne s'agit pas de chercher effectivement des cousins, d'éventuels cousins, mais c'est en tout cas par rapport aux personnes qui sont dans les différents clubs de généalogie, ce qu'on veut, c'est de savoir de quelle région d'Afrique on vient. Donc, c'est vrai qu'on sait que pratiquement tous les Africains qui ont été déportés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, pardon, pas La Réunion, parce que La Réunion, c'est l'Afrique de l'Est, mais en tout cas pour nous, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et dans les résultats ADN, on voit qu'on vient pratiquement tous du Nigeria, une bonne partie en tout cas. Et puis on a aussi des ancêtres qui viennent d'Afrique du Nord, un petit peu à la marge d'Afrique de l'Est et bien sûr d'Europe. Pour moi, du 27 avril, parce que c'est des héros pour nous. Oui, pardon? Je n'entends plus. Oui, pardon, vous avez été coupée. Madame Françoise Augrain, c'est bon, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Oui, Madame Augrain. Christiane, je te laisse poursuivre l'interview de Madame Françoise Augrain. Merci Chloé, merci. Alors, pour conclure à tout ça, je dirais même que j'ai voulu essayer de faire ma généalogie, mais à chaque fois je bute parce que bon, c'est compliqué ça, mais à l'occasion, je verrai comment je pourrais faire ce travail parce qu'on avait invité justement l'année dernière Monsieur Emmanuel Gordien, docteur Gordien, à Mont-Solémine lors du festival et il nous avait fait ce travail de généalogie avec nos élèves. Les lycéens justement et c'est avec tout son il a une exposition aussi on a des expos, il était venu avec un expo avec du travail, c'est sûr que c'est vrai que l'inconvénient, enfin l'avantage de ce travail, comme je dis, ça facilite beaucoup puisque c'est un travail d'indexation qui a été réalisé à partir des registres qui ont été tenus à partir de 1848 pendant 10-20 ans, c'est-à-dire que nos ancêtres qui étaient mis en esclavage, nos ascendants qui étaient mis en esclavage, n'avaient pas les droits liés à la personne, c'est-à-dire avoir une identité, un nom, un prénom, etc. Voilà, il nous avait fait un travail sur les noms donnés aux esclaves. Oui. Voilà, on leur a attribué des noms à partir de novembre 1848 et pendant 10-20 ans pour certains. Donc, ces noms sont inscrits dans des registres qu'on appelle registres d'actes d'individualité. Et c'est dans ces registres d'actes d'individualité, il y a rarement une date de naissance, le plus souvent l'âge, la provenance. Parfois, on dit sur quelle habitation ils étaient esclaves. On dit s'ils sont nés en Afrique. Et c'est un indicateur important qui nous montre que la traite clandestine a duré très longtemps, jusqu'aux années 1830-1840. Pour nous, bien plus encore vers le Brésil. Et donc, ces registres sont très précieux. Le numéro matricule, malheureusement,
ces numéros ont été attribués à partir des années 1830. Et comme on n'a pas gardé, en tout cas en Martinique, à ma connaissance, il n'y a aucun de ces registres matricules qui a été gardé. C'était des registres tardifs, hein, de toute façon. Donc le numéro qui figure ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'actes où il n'y a pas ce fameux numéro matricule. Et à partir de là, on peut quand même remonter. Il y a des cas où les registres d'esclaves existaient, ont été conservés, puisqu'il y avait des registres où on trouve le baptême, qui s'est fait avant 1806. Il y a le nom du parrain, de la marraine, l'habitation, etc., le nom de la personne qui vient faire la déclaration. Donc, on peut trouver les baptêmes, on peut trouver les décès, on peut trouver des mariages, des personnes mises en esclavage dans des registres d'esclaves qui font l'objet d'indexation par les services des archives d'outre-mer. Enfin, on commence à faire cette indexation, mais à partir du site Enchoucage, effectivement, on a des informations sur l'ancêtre, l'ascendant qui est mis en esclavage, qui était encore esclave en 1848, et on peut, si on a de la chance, retrouver dans les rares registres d'esclaves une ascendance qui permet d'aller un peu plus loin. Sinon, il y a l'autre moitié, parce qu'il restait à peu près, en tout cas pour la Martinique, la Guadeloupe, grosso modo, presque la moitié de la population d'ascendance africaine était déjà libre, avait déjà été affranchie. Donc, pour cette autre moitié, effectivement, on peut aller vers les archives, mais il n'y a aucune commune ayant des séries complètes. C'est-à-dire que les registres sont mal conservés. Il y a la numérisation, elle est faite très lentement et on commence à voir la possibilité de remonter un peu au-delà de 1848 pour les personnes qui étaient encore mises en esclavage à cette date. D'accord. Alors, si vous le permettez, Madame François Augrain, j'aurais souhaité que vous puissiez indiquer à nos auditeurs la démarche à suivre, si toutefois ils envisagent de poursuivre ce travail de généalogie auprès de la Fédération française de généalogie. Alors, la Fédération française de généalogie ne fait pas de recherche. Par contre, elle va vous renvoyer vers des associations. Il y a des associations qui font de la formation, qui aident effectivement. Nous, en Martinique, dans nos associations, nous faisons ce travail de formation et il y a une démarche peut-être qui est simple. C'est-à-dire que si vous écrivez à la Fédération, le courrier me sera transmis. Puisque je représente effectivement Martinique, Guadeloupe, Guyane au conseil d'administration. L'image qu'il faut garder, c'est comme si faire de la généalogie, c'est comme monter un escalier. C'est-à-dire que la première marche sera moi-même, mon identité. Dans mes documents, j'aurai mon papa et ma maman. On part du principe qu'on a papa et maman connus ou pas connus. Et au fur et à mesure, on va prendre les actes de l'ascendant qui est au-dessus de nous et on remonte cet escalier. Après, on peut chercher les frères, les sœurs, cousins, cousines, etc. Mais dans un premier temps, moi, ce que je conseille aux personnes, c'est d'avoir déjà leur propre document d'état civil, ajouter leurs parents, papa et maman, des deux côtés, les arrière-grands-parents, et petit à petit, on a des renseignements et on peut monter. Alors, il y a un site qui est très accessible pour nous, c'est le site des Archives nationales d'outre-mer, donc ANOM, A-N-O-M, Archives nationales d'outre-mer. Et sur ce site-là, on peut trouver des registres d'état civil anciens, 17e, 18e, 19e siècle, 20e, et on peut aller jusqu'en 1900, 1907 pour certaines communes. Donc, Archives nationales d'outre-mer, sur le site des Archives nationales d'outre-mer, on peut effectivement commencer à initier la recherche, mais ce que je conseille aux personnes, puisqu'il s'agit de faire une généalogie ascendante, on parle de soi-même, de son acte. Dans l'acte, vous avez le nom de vos parents, ou bien il manque des parents, on peut le savoir. Et à partir de là, on remonte progressivement. Et en allant sur le site des Archives nationales outre-mer, donc ANOM, on peut effectivement avoir les actes qui sont numérisés. Alors, le site Enchoucage, moi, je le conseille beaucoup aux personnes qui font de la généalogie parce que ça permet assez rapidement de voir si dans Enchoucage, dans la base, on va retrouver pratiquement, il y a quelques petits oublis, peut-être 2 ou 3 que j'ai retrouvés, sinon c'est un très très bon travail. Et ça permet en tout cas de trouver, de voir si le nom
n'est pas sur la base, ça veut dire que la personne était déjà affranchie avant 1848, puisque sur cette base-là, on ne trouve que les personnes qui étaient encore esclaves en 1848. Bon, merci beaucoup pour ces précisions, Madame François-Auguin. Voilà. Oui, merci. Est-ce que je peux encore poser une petite question? Je voulais savoir par rapport à l'implication de la population dans cette recherche. Est-ce que les Martiniquais sont curieux? Est-ce qu'ils font leur arbre généalogie? Est-ce que les associations sont actives? Comment ça marche? Parce que... Alors, il y a plusieurs associations en Martinique. Il y a une association, la Marisfa, qui est, on va dire, qui rayonne sur l'ensemble de la Martinique et qui fait un travail d'indexation, qui a fait l'équivalent de ce qu'en Choucage a fait, la Marisfa l'a fait, et on peut le trouver sur le site de la Banque numérique des patrimoines martiniquais, Banque numérique des patrimoines martiniquais. Et sur ce site-là, effectivement, on retrouve, alors sur Anchoucage, il y a juste l'indexation, et sur le site de la Banque nationale des patrimoines martiniquais, BNPM, on retrouve les actes de ceux, effectivement, qui étaient encore esclaves en 1848. Sur le même site, on peut retrouver aussi les registres d'état civil. Donc, beaucoup de Martiniquais, de plus en plus, donc nous recevons des personnes dans nos associations. Lorsqu'on fait des manifestations publiques, on a des personnes qui, effectivement, lorsqu'on a créé les premiers clubs en Martinique dans les années 1980, il y avait des réticences et la plus grosse, c'était le refus, le déni de l'ascendance africaine. Beaucoup de personnes n'acceptaient pas d'avoir une ascendance africaine. Aujourd'hui, heureusement, c'est accepté, hein, puisque le plus, moi, j'ai été choquée au début quand j'étais devant ce déni en disant à la personne, mais si ta peau est noire, c'est que tu es un ancêtre africain. Je me dis, ah oui, c'est vrai. Parce qu'on avait les gens acceptaient d'avoir un ancêtre esclave. Pour eux, l'ancêtre esclave, ben, africain, c'est une autre chose. Et vous allez voir que moi, je dis aux gens, moi, je n'ai pas d'ancêtre esclave. J'ai des ancêtres qui ont été mis en esclavage. À un moment de leur histoire, ils ont été mis en esclavage, mais ce ne sont pas des esclaves, ce sont des personnes qui ont été capturées et qui ont subi effectivement ce traitement inhumain. Et il y a tout ce travail, donc on a parlé du travail de mémoire, il y a tout ce travail que les historiens sont en train de faire, et les historiens font un gros travail. Et par exemple, à la demande de l'évêque, j'ai dirigé un travail sur l'histoire de l'anti-esclavagisme catholique en Martinique. Le livre est sorti ce mois-ci. Bon, il me semble que je l'ai vu, il me semble que j'ai vu un article là. Voilà, sur l'histoire de l'anti-esclavagisme catholique en Martinique. Et oui, ça nous permet effectivement de nous réconcilier avec notre histoire, d'aller vers effectivement ces documents, ces actes de baptême, ces actes d'inhumation qu'on retrouve dans les registres de catholicité. Puis après, à partir de 1806, les actes de naissance, de mariage et de décès qu'on va retrouver. Donc, de plus en plus de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais vont vers cette histoire-là, ouvrent les yeux et se rendent compte que finalement, tout le monde peut participer à ce travail de mémoire, et les historiens de plus en plus s'intéressent effectivement à ce travail. Il y a énormément de choses qui sont écrites sur les réparations, sur l'esclavage, sur la prise en compte effectivement de l'histoire, les voix d'esclaves, puisque la société, la SA, Société des Amis des Archives de Martinique, a publié un ouvrage qui a été dirigé par Dominique Rogers, Voix d'esclaves, où effectivement on a des extraits des procès où effectivement nos ascendants africains ont eu l'occasion de s'exprimer. Donc il y a tout ce travail de mémoire qu'il faut mener en même temps que le travail mené par les historiens. Merci. C'est un travail de recherche de la vérité. Merci. Chloé, est-ce que je te laisse poser ta dernière question Oui. Alors, je me permets juste peut-être, avant de poser cette dernière question, de pointer quand même que ce travail de généalogie tend aussi vers cette reconnexion présentée et défendue par M. Rennert ainsi que par le Mouvement international pour les réparations.
et qui me semble être une étape effectivement essentielle pour nous permettre de mutualiser cette histoire entre les départements d'outre-mer et l'Afrique. Alors, oui, c'est moi qui ai fait les généalogies pour le mouvement Le MIR. C'est moi qui ai fait ce travail de recherche généalogique, les dossiers généalogiques pour le MIR. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette précision. La dernière question que nous aurions à vous poser, Madame François Augrain, est celle que nous avons posée à Monsieur Saint-Éloi à l'issue de son interview. La question est la suivante. Quelle définition accordez-vous au titre de notre émission En trace clarté? Alors, j'ai souri quand vous lui posez la question parce que, comme c'est un Guadeloupéen, c'est trace à clarté qu'il aurait dit. Ah, autant pour moi, trace à clarté pour le... Pour lui, ça aurait été en trace à clarté. En trace à clarté pour un Guadeloupéen, c'est pas tellement parlant. Oui, c'est vrai, il a pas... En trace à clarté. Il n'a pas percuté tout de suite. Merci. Parce qu'il aurait dit en trace à clarté. Ah, ok. Et comme je dirais que trace, effectivement, bon, on a eu un travail, j'ai initié aussi un travail de recherche, trace amérindienne dans la population martiniquaise et à l'exposition au musée à Fort-de-France. Donc, trace, effectivement, c'est une bonne chose de mettre ça pour montrer. Et la clarté, moi, je trouve que c'est un très bon, d'ailleurs, c'est un très bon titre, en trace à clarté, parce que, bon, on a besoin de cette lumière. L'historien fait un travail d'objectivité. L'historien, c'est d'être objectif. La mémoire, elle n'est pas objective, mais la mémoire, elle retrace effectivement un ressenti. Donc, c'est pourquoi on fait la distinction entre travail de mémoire et travail d'historien. L'historien, il a besoin de recul. Il ne réagit pas à chaud. Et les gens, effectivement, j'ai vu quand il y a certains historiens, ils disent « Ah oui, ils ne veulent pas se mouiller ». Non, ce n'est pas que l'historien ne veut pas se mouiller. L'historien, il observe. C'est un observateur, il analyse, il étudie et il essaie de répondre avec une certaine objectivité en prenant en compte le contexte dans lequel les choses sont inscrites. Et si vous parlez de ça, effectivement, puisqu'on parlait de mémoire et d'histoire, dans le livre dont je viens de parler, c'est une histoire de l'anti-esclavagisme. Et je voyais que nous avons effectivement souligné à la page 94 l'insulte que Schellcher avait proféré, une insulte en 1830 en parlant des Noirs. Et nous avons écrit effectivement que par la suite, il s'excusait. Mais malheureusement, ceux qui font mémoire ne retiennent que l'insulte et ne retiennent pas les excuses et le travail qui a été fait par ce personnage qui effectivement est beaucoup trop présent dans le paysage de la mémoire martiniquaise. Et il serait temps, effectivement, comme je le disais ce matin, de recenser les lieux de mémoire et de, comme vous faites, hein, de reparler, de donner plus de place à la mémoire. Et En trace clarté, pour moi, c'est un très beau programme, en tout cas. Merci beaucoup, Madame François Augrain.